Mais aujourd'hui, c'est plus étalé. On parle plus nécessairement d'heures de pointe. Il faut ajuster le langage. C'est une période de pointe. Ça peut être des demi-journées de pointe ou pratiquement toute la journée. Montréal, c'est une belle ville, mais c'est tristement une ville qui vient aussi avec comme synonyme chaos de circulation. Puis c'est vrai que du trafic, on en a. On vit des irritants au quotidien, c'est pas mêlant. On est toujours en retard quelque part ou on est pris dans un détour, puis des fois même le détour d'un détour, ça n'arrête jamais. Moi, ces petites situations-là au quotidien me font mal à ma ville. Je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que c'est vraiment pire qu'avant ou si c'est juste une impression? Aujourd'hui, on va en parler avec Marc Brière, qui est journaliste à la circulation depuis plus de 20 ans sur le réseau Cogeco. Alors lui, les entraves puis le trafic, il connaît ça par cœur. Il a le nez là-dedans au quotidien. Pour parler de circulation, c'était dur de trouver une meilleure personne que toi, Marc Brière, parce que tu es le messager des mauvaises nouvelles au quotidien. Ça fait partie de mes tâches, oui. Mais t'aimes ça, clairement, Oui. ça fait plus que 20 ans que tu fais ça, mais comment tu portes ça? Ben, ça vient avec une certaine responsabilité. Évidemment que j'aime ça. Évidemment que j'aime le médium qu'est la radio parce qu'on peut rejoindre les gens directement dans leur quotidien et dans mon cas, directement dans leur véhicule. Mais c'est sûr que ça vient avec une certaine responsabilité, comme je dis, parce que les choses ont changé. L'heure de pointe, ça s'est étalé. Les difficultés sont un peu différentes avec le temps. Et ben, j'essaie de rendre service à l'automobiliste, non seulement de lui dire où est-ce que c'est bloqué, par où devrait passer, mais d'essayer de donner des alternatives. Puis ça devient de plus en plus compliqué. Puis vulgariser tout ça aussi, parce qu'il y a une espèce de langage pour les gens initiés qui est utilisé souvent dans les communications officielles. Vulgariser ça pour la population, puis pour leur permettre de comprendre quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'on devrait faire. Tu sais, il y a des fins de semaine où je dis aux gens, l'idéal, ce serait de pas venir à Montréal. C'est pas de gaieté de cœur, c'est pas parce que j'aime pas Montréal, j'y ai habité, j'y habite plus, mais j'aime cette ville. Sauf que il y a des fins de semaine où, du moins en voiture, c'est juste à peu près impraticable. Tu disais que les difficultés ont changé. Oui. Ça va être ma première question pour toi. Est-ce que Montréal, qui est chaotique, là, est-ce que c'est une impression ou c'est le cas, puis est-ce que c'est pire qu'avant? Je pense pas que c'est une impression. Je pense que c'est le cas. Il y a un certain chaos dans la ville depuis un bon moment déjà. Quand je dis que les choses ont changé, c'est-à-dire que si on se ramène il y a, disons, 5, 6 ans, euh, c'était une situation où les heures de pointe étaient très fixes. Même très tôt, dans le cas, par exemple, de la 40 Repentigny, les gens, à 5 heures du matin, déjà faisaient la file. On blaguait en ondes en disant est-ce que les gens couchent dans la voiture? Coudon, on pourrait être dans la file d'attente à cette heure-là. Mais aujourd'hui, c'est plus étalé. On parle plus nécessairement d'heures de pointe. Il faut ajuster le langage. C'est une période de pointe. Ça peut être des demi-journées de pointe ou pratiquement toute la journée. Oui, il y a des moments, des périodes où ça va être beaucoup plus achalandé, beaucoup plus congestionné, mais le chaos dont tu parles, il est là à la journée. Ça prend pas grand-chose OK. pour que ça devienne chaotique, en C'est fait. ça, parce qu'en fait, je suis même étonnée. Tu dis qu'on doit ajuster le langage, mais je suis même étonnée qu'on utilise encore heure de pointe. Parce que Ouais. franchement, j'ai l'impression que quand le chaos est pris, c'est du matin au soir. Absolument. Peu importe l'heure à laquelle tu sors, Peu il y a importe. du trafic. Peu importe. Un exemple sur Papineau, le midi, il y a des travaux dans ce secteur-là où il y en a eu. Et pendant une longue période, s'il n'y a pas de présence policière, oubliez ça. Tu sais, les gens qui veulent traverser, disons, de Notre-Dame en accès au pont Jacques-Cartier vont prendre Papineau. Les travaux sont dans le secteur Sainte-Catherine. La congestion, ça refoule jusqu'à Notre-Dame. Et là, ben, c'est le jeu de l'interblocage. Les gens doivent traverser Vigée, doivent traverser René-Lévesque. Faut pas faire l'interblocage parce qu'il y a des amendes, parce que c'est pas quelque chose à faire, mais en même temps, si tu y vas pas, tu passeras pas. L'agressivité derrière va se faire sentir. Ça, c'est une situation chaotique. Et le seul moyen d'améliorer cette situation précise-là, c'est avec une présence policière. Je veux rebondir sur l'interblocage, là, juste Ouais. pour qu'on soit sûr de se comprendre. Ça, c'est quand quand es dans le trafic puis tu bloques l'intersection, là, la lumière change, t'es pogné là, tu bloques l'autre sens. Exactement. Puis tu as dit il y a des amendes pour Oui. ça. Moi, je pensais qu'il n'y en avait pas. Tu vois, Oui, tu il y a me des l'apprends. amendes. Il y a eu une campagne de la police à ce sujet-là. Ouais. Je me rappelle pas exactement du montant de l'amende, mais on parle de autour de 200 $. Est-ce que c'est Tout de dissuasif? même. As-tu remarqué Ben, qu'il y en avait moins? Premièrement, je pense pas qu'ils s'en donnent tant que ça. C'est ça. Des contraventions pour ce genre de comportement-là. Ils s'en donnent quand il y a une intervention planifiée par les forces de l'ordre qui vont tenter d'enrayer ce phénomène-là avec de l'éducation puis des contraventions, bien évidemment. Mais en dehors de ça, je vois à peu près jamais de constat remis
ou de présence, même pour de l'interblocage. Et pourtant, c'est un problème majeur. Mais c'est vraiment être pris entre l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire que tu dois pas le faire, mais si tu le fais pas, tu pourras pas passer. C'est clair. Ça devient un problème. C'est ça qui est chaotique à Montréal. Ça, les situations difficiles, la gestion des différentes entraves. Je sais qu'on va en parler de plus en profondeur, mais je veux dire, c'est l'accumulation de tout ça qui amène plus de difficultés qu'avant. Évidemment, le parc automobile a augmenté aussi. Oui, aussi, on est plus nombreux sur les routes. Là. Mais alors, on va y venir à tout ça, mais déjà, tu as nommé beaucoup de choses. Alors, c'est quoi les causes du trafic à Montréal? Il y a les chantiers de construction, mais il y a plus que ça. Il y a les habitudes des gens. Je t'écoute. Mettons. OK. La concentration de personnes qui circulent aux mêmes heures, c'était vrai avant. Je viens de dire que c'est moins vrai, mais ça reste qu'il y a des périodes où il y a une concentration supplémentaire. Ensuite, les chantiers de construction, tu l'as bien dit, ça, c'est majeur. Si c'est pas bien coordonné, si c'est pas bien planifié, les difficultés sont assurées. Après ça, il y a le transfert modal qui, je pense, ne se fait pas tant. Les gens, on veut les encourager à utiliser le transport en commun beaucoup, mais j'ai comme l'impression que les gens qui prennent, par exemple, le REM sont ceux qui prenaient déjà l'autobus. Est-ce qu'il y a énormément d'automobilistes qui ont laissé le véhicule à la maison pour prendre le train, vu les problèmes de fiabilité, vu les difficultés à prévoir? Parce que c'est pas très prévisible si tu sais pas à quelle heure tu vas arriver ou au moins avoir une approximation. C'est sûr que ça décourage complètement. Donc ça ajoute des voitures sur le réseau alors qu'on pourrait, avec une meilleure stratégie, peut-être en retirer, amener des gens vers le transport en commun si c'était plus efficace et surtout plus attrayant. Ensuite, il y a l'état de la chaussée, tout simplement. C'est que ça devient terriblement pénible pour les conducteurs de toutes sortes de circuler à Montréal parce qu'il y a des trous, parce que la chaussée est abîmée. Ça emmène des bris, ça emmène des pannes, des crevaisons. Et aussitôt qu'un véhicule s'immobilise sur une voie, sur une artère à Montréal, ou même sur des rues plus secondaires, ça devient un problème. Si un véhicule s'immobilise à la sortie d'un pont, d'une entrée principale à l'île de Montréal, on ne peut pas y échapper. Là. C'est sûr que la congestion, à chaque minute qui passe, la file d'attente s'étire. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, l'état de la chaussée vient emmener des difficultés supplémentaires, vient emmener de la frustration. Et là, on se retrouve avec des cadrages au volant, des gens qui débarquent au feu rouge pour aller dire leur façon de penser à l'autre conducteur. Tu sais, c'est pas des situations agréables. Puis tout ça mis ensemble, ça donne ce qu'on voit présentement. Ouais. Est-ce que tu as parlé d'agressivité et tout ça? Il y a une chose que tu n'as pas nommée, c'est le talent de conducteur des gens. Est-ce que ça s'est dégradé? Puis tu sauras, en termes de façon de conduire, tu sauras me le dire. Moi, j'ai remarqué la distraction, par exemple. C'est hallucinant. Je vois quotidiennement, pas un, pas deux, des dizaines de gens sur leur selle en conduisant. J'hallucine. Moi, j'ai parfois du mal à comprendre pourquoi les gens n'ont pas eu le mémo, pourquoi les gens consultent encore leur cellulaire au volant. On le sait que c'est dangereux. Maintenant, on sait que ça fait partie du code de la route. Tu n'as tout simplement pas le droit de prendre l'appareil en main. Puis j'avais comme l'impression que c'était moins pire. Mais de par mon travail, c'est ça. Je communique avec des camionneurs, des professionnels de la route que j'appelle. Et ces gens-là me disent, Marc, tu ne croirais pas ça. Le nombre de personnes sur leur cellulaire ou en train de faire autre chose que de conduire. La distraction au volant, c'est majeur. Parce que conduire, ça vient avec une responsabilité. Et il faut absolument être attentif, savoir ce qui se passe autour, ça bouge vite. Le cerveau doit analyser des centaines, si ce n'est pas des milliers de mouvements. Et donc, ça devient très important de garder le focus sur la route, de ne pas se laisser distraire. Bien sûr, les véhicules aujourd'hui sont équipés d'écrans, de boutons. Dans bien des cas, les fonctions sont à même l'écran. Donc là, il y a une recherche. Puis pendant tout ce temps-là, on détourne les yeux de la route. Mais c'est une distraction, mais elle est quand même relativement à niveau linéaire de la route. Moi, je vois des gens sur l'autoroute regarder sur leurs genoux. Là. Je vois ça régulièrement. Oui. Ça, c'est un problème. Mais j'ai la prétention de dire que les gens conduisent moins bien qu'avant. Puis c'est pas une question générationnelle. Je pense que c'est une question de l'ère du temps. Les gens sont justement dans leur bulle. Les gens sont distraits. Tu sais, des trucs de base, là. Signaler ses intentions. De moins en moins, ça se fait. Malheureusement, particulièrement à Montréal, mais je pense que c'est un phénomène qui va plus large que ça. Tu sais, quand on dit s'insérer dans une file d'attente, la meilleure façon de faire, c'est l'insertion en fermeture éclair. Un à gauche, un à droite, un à gauche, un à droite. On s'insère comme ça. Ça, c'est la meilleure façon de faire. Malheureusement, ici, on dirait que le conducteur ne veut pas s'insérer dans la file. Le conducteur veut court-circuiter la file.
Alors ça emmène encore là de la frustration et ça emmène des situations où un dit je vais passer, l'autre dit tu passeras pas, et là ça retarde tout le monde derrière. C'est à un moment donné, il faut réfléchir aussi c'est une collectivité. On est en groupe. Si je me chicane avec un conducteur à savoir est-ce que je vais passer, est-ce que je passerai pas, bien, pendant ce temps-là, tout le monde à l'arrière, ça crée un effet qui augmente les problèmes de congestion. Donc, c'est contre-productif au bout pour tout le monde. Bon, j'espère qu'on vient de semer une petite graine J'espère. dans la tête de tout le monde. Maintenant, il y a quand même un lot de choses que que le citoyen ne contrôle pas. Je veux t'amener sur les chantiers. Oui. Tu as dit tantôt, les chantiers doivent être évidemment bien planifiés, bien gérés. Est-ce que tu trouves que c'est le cas? Je trouve qu'il y a eu une amélioration. Il faut Oui. rendre à César ce qui appartient à César. C'est loin d'être parfait. Et dans le cadre de mon travail, j'ai un regard très critique sur ces situations-là. Des situations de chantier dont le détour mène à un autre chantier, c'était tout simplement inacceptable. C'est mieux que c'était. La Ville s'est dotée d'une plateforme de gestion dynamique. Donc, ça permet une meilleure coordination. Moi, les 3 grands axes, coordination, communication, signalisation. Coordonner les travaux pour éviter que 2 trucs entrent en conflit ou toujours avec l'objectif d'aider l'automobiliste. Moi, je trouve que c'est ça qui manque. Le conducteur, l'automobiliste, le camionneur, peu importe, s'attend à ce qu'on fasse mieux, mérite qu'on fasse mieux. Ces gens-là payent quand même leur part, là, leur lot pour l'état des routes, via les taxes sur l'essence, via un paquet de trucs. Et les conducteurs méritent mieux. T'sais, juste moi, personnellement, j'ai subi des problèmes en raison de l'état de la chaussée. Ça coûte très cher. Et les gens, donc, ne devraient pas avoir à se taper là, à se taper ça. Pour revenir au chantier, ben, la coordination, c'est une chose. Ensuite, il faut communiquer. Communiquer avec le principal intéressé. Le principal intéressé, c'est la personne qui est sur la route, qui va passer par là. C'est la personne dont ce chantier-là va avoir un impact dans la vie, ou du moins va changer le chemin à prendre pour se rendre à la destination. Mais toi, tu sers à ça. Oui. Mais il y a pas, quand tu parles de communication, c'est pas nécessairement juste les médias Pas vers juste le les citoyen, médias, non. mais la communication des entités vers les gens comme toi aussi. C'est ça. Quand ça part de la tour, de la structure, pour aller vers la population, vers l'usager, peu importe comment on l'appelle, qui est toujours au cœur des préoccupations. Malheureusement, on le sent dans le discours, on le sent pas toujours dans la vraie vie. Si l'usager est vraiment au cœur des préoccupations, ben, on va lui faciliter l'existence. Je trouve que ça manque. Donc, en communiquant adéquatement, on va aider beaucoup à donner une chance à la personne de se préparer. Et ensuite, c'est la signalisation. Ça aussi, c'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'elle est bonne présentement? On n'a jamais été bon en signalisation au Québec. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Là, tu parles là, de mettre des cônes oranges. Là. Pourtant, il n'en manque pas. Là. Il n'en manque pas. Mais on avait une situation un peu spéciale à Montréal où c'était les mêmes balises qui sont utilisées au ministère des Transports sur les autoroutes. On utilisait le même format, les mêmes plans pour restreindre la voie, donc les distances, que sur une autoroute qu'on le faisait à Montréal. Donc là, depuis un temps, les balises sont plus petites, on prend moins d'espace sur la chaussée, il y a une amélioration à ce niveau-là, mais c'est pas juste de réduire l'emprise sur la voie, l'emprise sur la voie en raison des travaux, c'est aussi de signaler, de donner une chance aux gens, de donner un détour, de donner une alternative. Par où je passe? Une fois que tu m'as dit, c'est fermé, c'est bloqué, il y a des travaux, il faut le faire, on comprend, c'est irritant, c'est important, oui, ça a été laissé à l'abandon pendant X années. On les a toutes entendues, les raisons. Maintenant, on fait quoi? OK, il faut le faire, il faut réparer, parfait. Mais on ne laisse pas tomber l'automobiliste. On s'en occupe. On lui donne des possibilités, on lui signale adéquatement et clairement ce qui se passe, par où il doit passer, et surtout, on s'assure qu'un détour de chantier ne mène pas dans un cul-de-sac. Non, mais on rit, mais ça s'est déjà vu. Des détours de détours de détours. Un là. chantier dont le détour te mène sur un autre chantier. J'ai vu ça à Montréal. C'est ça. Bon, ça, c'est un problème de coordination. OK? Oui. Tu disais que c'était mieux. Tu as parlé d'une plateforme dynamique. Oui. Qui gère ça? Parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses. Il y a des travaux d'hydro, il y a le MTQ, il y a les arrondissements, il y a la ville. Qui gère quoi? Puis pendant longtemps, on a remarqué qu'il ne semblait pas y avoir de capitaine dans le bateau, ou en tout cas qu'il y avait plein de capitaines qui ne se parlaient pas. C'est ça. Là, comment ça se passe en ce moment? En fait, c'est ce qui manque, je pense, c'est d'avoir une gestion. Je dis que ça s'est amélioré. Je veux quand même donner la chance aux coureurs. C'est difficile. C'est pas quelque chose de simple de gérer la circulation dans une métropole.
c'est difficile. Donc, on va quand même donner une chance. Une fois que ça c'est dit, cette plateforme-là permet de gérer de façon dynamique. Donc, les entraves apparaissent à mesure. Les gens qui s'occupent des permis peuvent entrer des données. Là, ça appartient à la ville. Là. Je ne suis pas un spécialiste de la plateforme. J'ai une présentation. Je sais que ça existe. Le citoyen n'a pas accès à ça. Le citoyen n'a pas accès à ça directement. Mais le citoyen a accès quand même à une carte sur le site de la ville. Là, il faudra aller voir où la plupart des travaux sont détaillés. Là. Il y a quand même une information, mais le citoyen doit aller la chercher, l'information. Ouais. Elle n'arrive pas à lui facilement. Moi, je pense que l'information devrait couler plus facilement vers le principal intéressé. Au lieu de lui dire, ben, prévois tes déplacements, va voir. Oui, le citoyen a sa part de responsabilité, mais ça devrait descendre plus facilement, l'information. Ouais. Parmi les irritants des Montréalais, il y a aussi les entraves complètes. Oui. Un pont fermé au complet, un tunnel fermé dans une direction complète. Oui. Ça, est-ce que ce serait possible d'arrêter ça, de planifier de façon à ce qu'il y ait des détournements qui font en sorte que l'entrave, elle n'est pas complète? Sûrement. Il y a sûrement des façons de faire. Dans d'autres pays, il y a des façons de faire. Je vais donner un exemple tout simple, puis je ne veux pas me perdre dans des détails techniques, mais c'est une structure qui existe, si je me souviens bien, c'est en Suisse. Donc, la structure permet de créer un pont temporaire par-dessus les travaux. Donc, le véhicule arrive, les travaux sont installés, et le véhicule passe au-dessus, puis redescend de l'autre côté. Et pendant ce temps-là, ça travaille en dessous. Ce pont-là est même mobile. Bon, évidemment, les gens me disent, oui, mais on fait quoi l'hiver? Oui, il y a l'hiver ici, il y a l'hiver en Suisse. Il n'y a pas de travail qui se fait nécessairement de cette ampleur-là l'hiver de façon générale. Donc, il y a sûrement des stratégies, de la technologie qui pourraient nous aider. Après ça, ben, c'est l'argent. Il faut être capable de se les offrir, ces technologies-là. Ça devient une autre difficulté. Comment est géré l'argent? Est-ce que l'argent est dépensé au bon endroit? Est-ce qu'on a le droit de poser la question? Je pense que oui. Donc, ces technologies peuvent aider. Par contre, un cas comme le chantier du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, là, on parle de fermer un tube complet, de créer un contresens dans le tube restant, avec des difficultés supplémentaires. Là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Je parle en termes de est-ce qu'on pourrait... Déjà, c'est ouvert à moitié, donc on permet la circulation des deux côtés, mais la congestion, c'est jour après jour. C'est un irritant majeur pour les conducteurs, pour les camionneurs qui payent le gros prix de cette congestion-là, mais vraiment le gros prix, et pour les résidents du secteur. Parce qu'il y a un débordement, ce flot-là de véhicules, il y en a moins, il y a des gens qui ont abandonné simplement le tracé, passent ailleurs, mais le flot de véhicules, quand ça déborde, ça se retrouve où? Ça se retrouve sur les rues et boulevards avoisinants, et ce sont les résidents qui se tapent la pollution par le bruit et par la poussière. Sauf qu'en même temps, si l'entrave complète, par exemple, d'un axe en particulier est si fatigante pour le citoyen, c'est aussi parce qu'elle s'ajoute au lot des autres qu'on a. Parce que s'il y avait seulement le tunnel de fermé, mais que le reste allait bien, c'est du quoi? On ferait un nœud dedans. On serait correct avec ça. Absolument raison. Mais là, c'est parce qu'il y a un cumulatif. C'est ça aussi qui devient vraiment éreintant. Tu as absolument raison. C'est une question d'accumulation. Puis les gens, à un moment donné, la patience vient à bout. Puis on a beau dire, oui, il faut être courtois, oui, il faut prendre son mal en patience, prendre son gaz égal, comme j'aime dire. mais ça devient insupportable à un certain moment de la journée. Là, quand, prendre 1h30 pour traverser au sud, au tunnel Lafontaine, pense-y, 1h30. Il va falloir que tu reviennes aussi. Il va falloir que tu reviennes. C'est plus facile de revenir, mais quelqu'un qui veut aller vers le sud, c'est aussi long de partir, disons, de Repentigny pour se rendre à Boucherville que d'aller à Trois-Rivières. C'est incroyable quand même. C'est le même temps. Tu sais, on parle de logistique, d'argent, des choses qu'on ne peut pas changer nécessairement dans l'immédiat, mais il y a des habitudes, des choses qu'on a au Québec qu'on pourrait peut-être modifier, puis je pense aux fameuses semaines de la construction. On le sait, là, qu'on est un endroit où on a l'hiver et notre zone pour faire les travaux est plus restreinte qu'ailleurs, que dans d'autres pays. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'entête depuis tout ce temps à avoir des semaines de congé de la construction? Dans les périodes où on pourrait en faire le plus. Oui. C'est, pour moi, incompréhensible. En fait, il y a des raisons historiques à ça. Pourquoi tout le monde a congé en même temps? Mais tu sais, c'est un peu dans notre nature. Pourquoi on déménage tous en même temps le 1er juillet? Pourquoi on fait ce genre de truc-là où ça devient difficile pour tout le monde, les prix explosent? Pourquoi on s'impose ça? Alors, c'est la même chose avec les vacances de la construction. Je comprends, là, tout le monde a besoin de vacances, tout le monde a droit à ses vacances. Mais on leur dit pas de pas en prendre. C'est pas ça du tout. On peut juste essayer d'étaler ça. Est-ce qu'on peut étaler? Est-ce qu'on peut coordonner, mieux gérer? Dans le fond, ça revient à ça. Est-ce qu'on peut améliorer la gestion de toutes ces choses-là?
autant la main-d'œuvre que l'utilisation des matériaux. Fermer des chantiers au moment où il fait beau, il fait chaud, là, mais je veux dire, il fait beau, on est capable de faire le travail, ce qu'on ne peut pas faire en hiver. Ensuite, ben, ces entraves-là, pendant que les gens sont en congé, les entraves demeurent. Donc, on a, en plus, on a les entraves qui restent là et un surplus d'achalandage sur la route parce que tout le monde est en congé. Fait que c'est congestionné un peu partout. C'est plus difficile pour tout le monde. Mais as-tu, toi, une piste de réponse? Est-ce que cette question-là, elle a déjà été évoquée? Y a-tu quelqu'un qui réfléchit ça en ce moment ou ça ne changera jamais? J'ai pas l'impression que ça va changer. Puis ça m'achale, ça. Ça m'achale cette façon de penser qui est de dire on a toujours fait ça de même. Oui. On a toujours fait ça de cette manière. Oui, mais est-ce qu'on peut questionner la manière? OK, ça a été ça. Ça a été, la question s'est posée de manière philosophique à un moment donné pour le changement d'heure. Tu sais, dans la société, il y a des trucs qui sont en mouvement, qu'on peut questionner avec le temps, avec les changements. Mais je t'en pose une autre. Pourquoi on ne travaille pas la nuit sur les chantiers? Probablement juste parce que c'est cher. OK. Parce que mais ça reviendrait peut-être moins cher au final? Bien, oui, tu as raison. Puis c'est là où j'ai le même questionnement que toi. Peut-être qu'au final, si on peut travailler la nuit, oui, il y a une prime de nuit, mais est-ce qu'on finit plus tôt, donc on sauve des sous? Quand on parle des nids de poules, est-ce que mettre un enrobé qui coûte 4 fois le prix, je dis n'importe quoi là, je sais pas, mais un enrobé 4 fois le prix, mais on le fait une fois au lieu de 5, 6, 7, 8, parce que ça se règle jamais. Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Pour moi, la mathématique est vite faite. Maintenant, c'est pas moi qui est décideur, puis j'imagine que les gens qui prennent ces décisions-là doivent savoir de quoi ils parlent, j'ose espérer. Ça fait 20 ans, plus, un peu, même? 21 ans que je suis chroniqueur que tu fais le matin, ça. ouais. Des étés, t'en as vu passer, là. Oui. Des années, t'en as vu Oui. passer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir quelque chose et de trouver ça vraiment positif? De dire, par exemple, ben voici tel chantier et je dois vous dire, il est vraiment bien géré. Oui. Le détour est clair. As-tu déjà fait des félicitations, que ce soit en ondes ou... C'est arrivé quand... parce que le mandat, c'est pas nécessairement de chialer pour chialer. C'est un mandat de rapporter des situations avec parcimonie. Mais c'est aussi de le dire quand ça va bien. Et je pense que c'est important. Évidemment, on accroche plus sur ce qui va mal. Je pense que, tu sais, on accroche sur ce qu'il faut améliorer, ce qui cause vraiment des problèmes. Mais des situations où j'ai eu des félicitations à donner, oui, j'en ai vu. Et des situations où j'ai vu des comportements d'automobilistes qui étaient remarquables, j'en ai vu aussi. Un exemple récent, là, puis c'est bête comme exemple, mais c'est un chien sur la métropolitaine. Puis les gens se sont mis ensemble pour escorter l'animal jusqu'à la sortie suivante. Tu sais, quand on dit on est tous dans notre bulle, c'est moi, ben dans cette situation-là, non. Tout le monde, tu sais, il y en a un qui s'est mis à côté, puis l'autre derrière, puis là, on a escorté l'animal pour pas qu'il se fasse blesser. Ça a fait du bien à tout le monde. Tu sais, puis ça n'a pas amené de ralentissement, de congestion au monstre. Des chantiers qui sont bien organisés, où ça se passe bien. Il y en a, puis tu Il y l'as en dit. a, puis il faut le dire. Oui, je le dis, puis il faut le dire. Mais je suis obligé une fois que ça c'est dit, je suis obligé de mentionner que plus souvent qu'autrement, ça manque un peu. Là. Parle-moi donc des chantiers fantômes. Oui, les chantiers fantômes. Parce que ça, on en a tous vu, Ouais, hein? oui. Que ce soit des gros chantiers ou même dans les rues, là, Oui. dans le résidentiel, des comptes qui sont là, on dirait, depuis 2006, puis il n'y a rien qui se passe. Ça, pourquoi? Chantier fantôme. Est-ce que ce sont des entrepreneurs qui démarrent plus d'un chantier mais qui n'ont pas la main-d'œuvre pour tout faire? Est-ce que ce sont simplement des cônes, des balises qui n'ont pas été récupérées par la personne concernée, que ce soit l'entrepreneur, la ville? Il y a eu des situations comme ça. Là, il est supposé avoir des règlements pour empêcher ça parce qu'il n'y a rien de pire. Puis il faut se mettre à la place des conducteurs. Là. Je veux dire, tu arrives sur un chantier, il n'y a rien, il n'y a personne. Tu sais que les amendes sont doublées. Tu sais que c'est congestionné, mais tu n'as aucune raison valable sous les yeux. Et souvent, bon, quand ça se produit sur une structure, c'est qu'il y a du travail sous la structure. Ça peut être confondant. Il faut quand même admettre que dans ces cas-là, il ne s'agit pas de chantier fantôme, c'est que vous ne voyez pas les travailleurs. Mais quand vous arrivez, puis ça s'est produit à Montréal, des chantiers, des rues qui ont été fermées, un tas de roches, un tas de concassés qui est resté sur une voie pendant je ne sais pas combien de temps. Les citoyens nous appelaient à la radio pour dire, ben c'est ce qui se passe avec le tas de roches. Puis finalement, ben, en communiquant avec la ville, ça avait été oublié par un entrepreneur, puis ça a été récupéré. T'sais. Mais c'est pas normal que ça doive passer par la radio pour ensuite se rendre... Bravo, il y a eu une réaction, je suis content.
mais il a fallu qu'on fasse la démarche, alors que je pense que ça devrait aller de soi. Tu sais, il y a des inspections qui doivent être faites, on doit vérifier la situation. Un chantier fantôme, c'est inacceptable. Si les balises n'ont pas d'affaires là, ben qu'on les retire au plus vite. J'aimerais ça, Marc, que tu me nommes, si tu es capable, 5 ou à peu près, là, 5 solutions envisageables dans l'immédiat, qui sont réalistes évidemment, qui pourraient améliorer les choses. OK. 5. Ouais. OK. Allons-y. Bon, en partant, mes 3 lignes. Coordination, communication, signalisation. Ça, c'est essentiel. Ensuite, je pense que ça prend une certaine forme d'éducation, parce que là, on a perdu le contrôle sur les comportements de base, sur l'agressivité au volant. Ça prend quelque chose pour essayer de rappeler aux conducteurs qu'il y a une manière de se comporter au volant. D'ailleurs, il y a une campagne en cours actuellement. Moi, je la trouve pas assez agressive, mais c'est un pas dans la bonne direction. Moi, personnellement, j'ai été porte-parole de la campagne de la courtoisie au volant pendant plusieurs années. À part pendant la durée de la campagne, je suis très content de l'avoir fait. Mais c'est comme si j'avais prêché un peu dans le désert. C'est-à-dire que oui, pendant la campagne, on voit un certain changement, mais le naturel revient au galop. Et malheureusement, le naturel, ces temps-ci, c'est beaucoup d'agressivité. Après ça, la coordination, quand on parle de coordonner les chantiers, c'est une chose, mais les différents intervenants, ça, c'est très, très important parce que à Montréal, on a déjà vu ça, une rue qui est ouverte pour des travaux, qui est refermée, qui est pavée. Et là, on revient avec, disons, la Commission des services électriques. Et là, on ouvre à nouveau la rue. Ouais. Mais l'ouvrage a été fait, là, c'est neuf. Je peux pas comprendre qu'on ouvre encore parce que ça a été mal planifié. Parce qu'il n'y a pas eu... Il y a quelqu'un, en quelque part, qui n'a pas parlé à la bonne personne. Il y a 2 personnes qui n'ont pas communiqué. Il y a quelque chose qui s'est passé. Communication, mais entre les instances. Entre les instances. Il y a une communication vers la clientèle parce que le citoyen devrait être considéré comme le client. C'est lui qui paye pour le réseau, pour l'état des routes. Donc ça aussi, ça peut être une piste de solution. Changer un peu la façon de voir celui qui est sur la route. Celui qui paye, dans le fond, a droit, mérite, je pense, à ce qu'il y ait des efforts qui soient mis en place pour améliorer la situation. Donc ça peut être une piste de solution. Ensuite, le transport en commun, je pense que ça fait partie de la solution. Je pense que l'effort est pas, comment je dirais, c'est pas pensé de la bonne façon pour moi. C'est-à-dire que, je vais m'expliquer, ça va être clair. J'ai l'impression qu'on dit, venez et on vous offrira un transport en commun adéquat. Moi, je dis, offrez-nous un transport en commun adéquat. Et on viendra. Et on viendra. On dirait qu'il n'y a aucune PME dans la vie qui pense comme ça. Exactement. C'est juste la logique. C'est juste la logique. C'est comme ça qu'on fait des affaires. C'est comme ça qu'on attire de la clientèle. Tu parlais de transport intermodal tantôt, c'est ça. Donc, toi, justement, on peut donner un exemple concret. Tu l'as dit, en fait, tantôt. Oui. Les gens qui prennent l'autobus ne sont pas allés vers le REM, par exemple. C'est-à-dire que les gens qui prennent le REM sont ceux qui prenaient l'autobus avant. Donc, c'est des gens qui prenaient déjà le transport en commun. C'est pas la personne qui utilisait la voiture. Qui est celle qu'on veut, qui mute vers le transport en commun. Exactement, c'est cette personne-là qu'on veut avoir, en plus de ceux qui y sont déjà. Mais cette personne-là ne sent pas que le service offert est assez performant et adéquat pour lui assurer une tranquillité d'esprit. Et cette personne-là va préférer rester dans sa voiture tant qu'on ne lui donnera pas un service comme ça. Tu es obligé de dire qu'elle a raison. Oui. Présentement. Absolument. Tristement. Absolument. Ça a été un peu la même chose avec le transport en commun pour le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. C'est-à-dire qu'on a installé des stationnements incitatifs du transport en commun, OK, des autobus, mais ça a manqué un peu de oomph, un peu de... C'est pas attirant. Alors, les gens ont fait 2 choses. Soit ils ont continué de prendre la voiture, mais ils ont révisé la stratégie, ils sont allés passer ailleurs, ou simplement, et comme dans bien des cas sur la Rive-Sud, les gens sont restés chez eux. Il y a eu une évaporation de la circulation. Il n'y a pas eu un transfert modal. Donc, cette évaporation de la circulation-là a été causée notamment par le télétravail, mais par l'écœurement. Parce que les gens se sont dit, là, si c'était pour me fermer le tunnel, en plus de tout ce qu'on vit quotidiennement, de la congestion, les retards pour aller chercher les enfants, les rendez-vous manqués, les pneus crevés, les jantes à remplacer, si en plus tu me fermes le tunnel puis tu m'annonces 1h30, 2 heures d'attente, je débarque. Je débarque. Vous me ferez signe quand vous aurez terminé le travail, puis je reviendrai peut-être. Peut-être. C'est ça. Hey, je t'en pose une dernière avant de Vas-y. te laisser aller. Tu pourrais te contenter d'être un gars de circulation qui prend l'info puis qui a relais.
Oui. Mais je sais que tu fais plus que ça. Oui. Tu es quelqu'un qui fouille, Oui. qui fait des appels, Oui. qui même va s'asseoir avec des gens pour mieux Oui. comprendre. Je suis très, très curieux de nature, ce qui va bien avec mon type d'emploi. Et j'aime... c'est pas toujours des trucs pour faire en ondes. C'est pour ma connaissance personnelle, ma connaissance générale. Ça vient bonifier mes interventions en ondes, c'est sûr. Mais j'ai un désir de comprendre les choses, d'apprendre. Donc oui, j'ai des personnes ressources, des sources dans certains cas qui sont protégées jalousement. On fait attention, évidemment, mais il y a des gens aussi qui sont des personnes avec qui je m'entends et on peut aller se rencontrer, on peut manger quelque chose, puis je vais prendre l'information, tu sais, je vais poser des questions, je vais m'informer. J'ai toujours fait ça, je le fais encore plus ces temps-ci. Un exemple, à un moment donné, je suis allé m'asseoir avec des gens qui travaillent dans les enrobés bitumineux. Je veux savoir comment ça fonctionne, c'est quoi ces produits-là. Pourquoi les nids de poule, on n'est pas capable de boucher un nid de poule puis que ce soit durable. Pourquoi le travail est toujours à reprendre. Bon, ben j'ai une piste d'explication via cette personne-là. Évidemment, chacun a toujours quelque chose à promouvoir, il faut faire attention. Mais oui, je trouve ça bien intéressant de parler à... Puis tu sais, les gens qui sont sur la route, eux aussi, là, je les appelle les professionnels de la route. Les usagers, tu veux dire, ceux qui communiquent avec toi. Mais les professionnels, les gens qui font plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par année, les camionneurs, les gens de taxi, les gens de transport, ces gens-là sont mes yeux sur la route. C'est une aide inestimable que ces gens-là m'apportent. Donc, je prends le temps de discuter avec eux et je prends le temps d'apprendre à les connaître un peu. On est au téléphone, je suis au travail, mais j'ai toujours eu ça en moi, cette curiosité-là et ce désir de comprendre pour après ça rendre un meilleur service, puis j'essaie de le faire du mieux que je peux, tout simplement. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais au quotidien. Je pense qu'on a besoin de toi. Ça fait plaisir. Bien, merci. Reste là. Parce que tu es plus qu'un messager. Je pense qu'on l'a compris. Là. Ouais, ton rôle est primordial. Puis je pense qu'aujourd'hui aussi, tu as été capable de véhiculer certains messages à la clientèle aussi du réseau. Là. Si j'ai pu vulgariser, puis... mais sensibiliser aussi. Sensibiliser, il y a des choses qu'on peut faire. C'est déjà un pas vers l'avant. Ouais. Je pense que cette démarche-là n'est pas inutile, loin de là. Ça permet d'ouvrir au moins la discussion. Merci, Marc. Avec plaisir. Les bouchons de circulation, tristement, c'est devenu la signature de Montréal. On y échappe pas. J'ai été quand même contente d'entendre Marc Brière dire que ça s'est légèrement amélioré côté organisation. C'est une bonne chose, mais vous serez d'accord avec moi que sur le terrain, le trafic, on en a encore en masse à Montréal. Hey, on a envie de vous lire. Avez-vous des histoires rocambolesques de bouchons de trafic à nous raconter? Avez-vous des commentaires à faire? Faites-les en dessous de la publication. Mais surtout, il faut aller voter. C'est ça qui est important si on veut vraiment faire changer les choses. Puis d'ici là, continuez de regarder et de partager les Montréalistes.